Ok. Alors, Frédéric Gersal nous a rejoint. On va se régaler, vous allez voir. Parce qu'effectivement, il y a les nuits de Fourvière en ce moment. Oui. Tous les étés, c'est pareil, depuis la nuit des temps, j'allais dire. 1946. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, donc j'étais pas si loin du compte, finalement. Et c'est toujours l'occasion de revisiter cette ville incroyable, une ville extraordinaire et assez unique en son genre aussi, la fameuse ville de Lyon. Alors, première chose, parce que c'est l'occasion de visiter effectivement l'histoire, de rentrer dans les coulisses, j'allais dire dans les traboules de l'histoire de la ville, on va les évoquer. qu'on appelait la capitale des Gaules. Oui. Ça vient d'où, ça? Oui, alors, ça vient du fait que, en fait, la France, la Gaule, était divisée en provinces. Et il y avait notamment une province lyonnaise dont la capitale était Lyon. Donc, c'était la capitale des Gaules à l'époque où Jules César... Non, oui, Lugdunum, voilà, absolument. Et comme toujours, les Romains ne s'installent pas n'importe où. Ils s'installent là où il y a un vrai croisement de voies. Alors, ils vont créer aussi des voies, mais là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Saône, il y a le Rhône. La Saône qui est une rivière, le Rhône qui est un fleuve, la Saône qui est le plus gros affluent du Rhône. Du coup, ça fait un croisement parce que le Rhône permet de monter jusque dans le nord, c'est-à-dire jusque vers l'Allemagne pour parler... Les Germains, quand même. Oui, absolument. Bah oui. Et puis, en même temps, on a des routes qui nous mènent vers l'Italie. Alors là, voilà, c'est justement à travers les Alpes. Ça de la commerce. oui, parce qu'il y a 5 routes principales à Lyon qui nous permettent même d'aller jusqu'en Bretagne, qui permettent d'aller jusqu'en Aquitaine, qui permettent d'aller aussi le long de la Méditerranée. On a fait quelques découvertes plus au sud, en Arles, d'ailleurs, sur le Rhône, de ces bateaux qui étaient utilisés très tôt pour le commerce et qui montraient toute cette richesse. Et puis, c'était pour les Romains aussi un lieu, j'allais dire, les jeux du cirque aussi, ils étaient très cotés à l'époque. Alors, d'où ces théâtres antiques, et notamment le théâtre antique de Lyon, qui est toujours là, on le voit, et qui accueille des spectacles, puisqu'on parlait des nuits de Fourvière. Il ne faut pas oublier quand même que ces nuits de Fourvière, ça dure jusqu'au mois d'août, et que tous les soirs, il y a du théâtre, mais aussi du cirque, il y a de la chanson, de la musique. Enfin bref, c'est extraordinaire. Quand on dit Fourvière, je pense Traboul, justement. Oui, alors on va les visiter. Si vous voulez, on regarde des images, et puis en même temps, on va évoquer tout cela. Allons. Alors, les Traboules, on va le voir dans un instant, parce que je voulais vous dire un petit mot, d'abord sur Fourvière, évidemment. Les bouchons de l'été. Ah ben voilà, ça va être les premiers. Alors, Forum Vétus, le vieux forum, voilà ce que veut dire Fourvière, le vieux forum. Et puis voilà, vous l'évoquiez, bouchon lyonnais, le véritable bouchon lyonnais. Alors ça vient d'où? Ça vient de bouche, B-O-U-S-C-H-E, qui était une sorte de bouchon de paille qui indiquait un lieu de fête, un lieu où on pouvait venir boire, bref, une taverne, tout simplement. Et la tradition, c'est de faire un bouchon dans le tunnel de Fourvière en bagnole quand on part en vacances. Oui, mais là, c'est autre chose. Et ça, Laurent, alors évidemment, c'est tellement synonyme de Lyon, ça, que le travail autour, très difficile, vous savez, les canuts lyonnais qui pouvaient tisser remarquablement la soie. Depuis que François Ier avait désigné Lyon comme la ville de la soie, parce que la soie arrivait depuis l'Italie et qu'elle était ici travaillée. Et c'est aussi un Lyonnais, un certain Jacquard, qui va transformer tout ça. Alors, autre personnage. Dites donc, Niafron et Guignol. Voilà. Et alors, c'est Laurent Mourguet qui a imaginé ce personnage. Pourquoi? Parce que Laurent Mourguet était arracheur de dents. Et il s'est dit comment faire pour attirer le public. Eh ben, c'est avec des marionnettes. Alors, ce fameux vieux théâtre, évidemment, dont on parlait il y a un instant, le théâtre antique, le théâtre romain de Fourvière, des collines, il y en a tout autour de Ça nous rappelle Lyon. Rome, en fait. Et, un petit peu. Mais vous savez, après tout, Paris, c'est entouré de collines aussi. Oui, on s'aperçoit qu'effectivement, souvent, c'est pour qu'il y ait un fleuve ou un cours d'eau. Et les voilà, ces fameux traboules. Alors, traboules transbularées. On dit un traboule, pas une traboule, d'accord. oui. Transbularée, ça veut dire passer à travers. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des passages, des petites places, des escaliers qui sont un petit peu cachés et qui permettaient aux gens de rejoindre les rives de la Saône très rapidement depuis les collines de Lyon, en passant par tous ces petits passages. Donc ils descendaient la soie qu'ils avaient tissée et ils remontaient des bateaux. Voilà, merci de respecter la tranquillité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages. Forcément. Alors on autorise des visites, mais évidemment il faut respecter aussi les habitants. Il y a un peu de fraîcheur. Nathalie Riouet nous disait qu'on allait avoir des températures bien au-dessus des 30 degrés. C'est vrai qu'il y a de la fraîcheur dans les fameuses traboules. Et puis quand vous parliez de la soierie, des canuts, etc., c'est vrai que ça s'est étendu sur toute la région. Après on allait jusqu'aux forêts, plus à l'ouest, etc. Exactement. Alors, mais c'est surtout les cours d'eau qui servaient évidemment pour transporter tout ça, et les matières premières et les produits finis. D'où le commerce dont vous parliez, du nord vers le sud,
de la Méditerranée vers les Flandres. Alors, il y a ceux cet été qui iront rendre visite à la capitale des Gaules, à cette belle ville de Lyon dont vous nous avez parlé avec passion. On a oublié de parler de Jésus. Ah oui. Et puis du primat des Gaules, il n'y a pas de lien, hein, parce que le Jésus, c'est un saucisson, évidemment. Oui. Mais alors pourquoi ? Parce que tout simplement... Je sais pas, j'ai eu un petit coup de faim, là, oui, je comprends, puis c'est l'heure. Alors vous savez, c'est un saucisson qui est entouré, très serré, comme un enfant qui serait à l'intérieur de ses linges, quoi. Vous voyez, oui. Et alors le primat des Gaules, voilà, c'est l'archevêque de Lyon, qui est aussi cardinal, et ce fameux primat des Gaules, qui évidemment avait une importance supérieure sur les autres évêques, parce que c'était la capitale des Gaules. On y retourne. Merci Frédéric. Allez, moi je vous emmène faire un petit tour au bord de l'eau, en Normandie très précisément. Pourquoi ? Parce que pendant ces vacances, vous serez nombreux sur le littoral et je vais vous demander de faire très attention au littoral qui est toujours menacé par l'érosion. Mais vous allez voir qu'il y a une petite bébête, pas plus grosse que ça, qui travaille pour nous et qui protège ce littoral justement de l'érosion. Donc, protégez-la, la bébête. Si on vit dans un arbre, on est arboricole. Si on vit dans une caverne, on est cavernicole. Et si on vit dans un tube, on est tubicole. C'est le cas de ce drôle de petit animal qui passionne les scientifiques, qui est particulièrement rusé. Regardez où il vit dans le fond de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est magnifique. On est vraiment sur un site privilégié pour la construction des récifs construits par l'Hermel, ce petit ver marin. C'est un ver qui est assez répandu, hein, il est assez courant, mais on ne le repère pas toujours. Donc là, je vais prélever un petit bout de récif et essayer de le casser délicatement. C'est un peu comme une ruche. Exactement. On essaye de les attraper par la tête, qui est la zone la moins fragile, et on tire dessus et on voit tout de suite en fait si c'est un mâle ou une femelle en le rinçant. C'est-à-dire qu'il est blanc, donc c'est un mâle. Quand il est rose, c'est une femelle. Génération après génération, le récif progresse en hauteur jusqu'à arriver sur la strate vivante, à peu près les 15 premiers centimètres ici. Et on voit donc à l'extrémité l'ouverture de tubes d'adultes ici. Donc un tube, un ver à l'intérieur. Chaque ver construit son propre tube en sélectionnant des grains de sable. Il les sélectionne avec un organe, il les calibre. Et quand le grain lui convient, il met des petits points de colle sur ce grain de sable et il vient les coller aux autres grains. C'est une colle particulière, c'est un ciment biologique qui durcit rapidement et même sous l'eau. Donc d'ailleurs, il ne le construit que sous l'eau. Ce ciment biologique, il a des rôles particuliers, des intérêts particuliers. Il va être très bien toléré par le corps humain. Il va avoir des applications notamment pour les cols dentaires ou pour les réparations osseuses. Il intéresse aussi les constructeurs de routes qui souhaiteraient l'utiliser pour élaborer des routes biologiques, des routes vertes, puisqu'il va pouvoir absorber l'eau. Et aujourd'hui, ils ont un souci, c'est qu'ils essayent de ralentir le durcissement de cette colle. Ils n'y arrivent pas encore et il est encore difficile de le manipuler pour construire les routes. On voit très bien ici. On a ici un bel exemple entre nous et le Mont Saint-Michel qu'on voit au loin. Il y a une frange de récif là qui apparaît noire. Ce ne sont pas des roches, ce sont uniquement les Hermels qui construisent ça. Le récif fait plus d'1 kilomètre de long. Ça s'est construit en l'espace de 2 ou 3 ans, donc ça va très très vite. On constate qu'il y a à peu près 10 fois plus d'espèces sur le récif que dans le sable qui est juste à côté du récif. Donc il y a vraiment un rôle pour la biodiversité locale. Et le deuxième rôle, c'est par cette structure tridimensionnelle aussi, il y a un rôle de protection des côtes tout simplement, parce que le récif et cette structure va casser l'action des vagues. Ça veut dire que la pression d'érosion en arrière du récif sur la côte est moins forte. On ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Aussi, les scientifiques appellent à la participation de tous. Cet été, si vous croisez ces récifs fabriqués par des Hermels, eh bien vous pouvez les déclarer, les localiser sur le site d'Ifremer et vous pouvez éventuellement y rajouter une photo.
Salut Greg. Du tennis déjà. Oui, pour à commencer. Wimbledon, Bah avec oui. la fin du premier tour, c'est aujourd'hui. C'était plutôt hier. Il y avait 9 représentants tricolores. Et il y en a 4 qui sont passés. Au total, 7 Français sur 11 et 2 Françaises sur 5 sont donc au deuxième tour. On va regarder ce qui s'est passé hier sur les cours londoniens. Regardez Gaël Monfils qui n'a eu aucun mal à battre l'Allemand Brands plutôt à l'allemande, 216e issu des qualifications, 6-3, 7-5, 6-4. Le Français 14e mondial, bien plus à l'aise sur la terre battue et sur le dur, a bien préparé ce rendez-vous londonien en atteignant les finales de Eastbourne. Et au prochain tour, il affrontera Kyle Edmond, 50e, qui incarne la relève britannique et que le public ne manquera pas de soutenir. Gilles Simon, lui, quart de finaliste en 2015, ici passe au deuxième tour après avoir battu l'espoir chilien Nicolas Jarry, 7-6, 6-3, 6-3. Le Niçois, 36e mondial, rencontrera l'Autrichien Thiem, donc ce sera un petit peu plus compliqué. Thiem qui est 8e du classement et on va noter la victoire sur abandon de Manarino. Premier tour et disparition de Richard Gasquet qui quitte le tournoi londonien dès le premier tour, donc pour la première fois depuis 2006, battu par l'Espagnol Ferrer en 4-7. Gasquet avait atteint le dernier carré ici en 2007 et en 2015 et à noter l'élimination de Jérémy Chardy. On va parler un petit peu du tableau féminin. Duel entre deux Françaises, Kristina Mladenovic, numéro 1 tricolore, Kiki comme vous dites, qui était face à Pauline Parmentier. Hiérarchie respectée, donc c'est la nordiste Mladenovic, 14e du classement, qui a eu besoin d'un tout petit peu plus d'une heure et qui s'impose 6-1, 6-3. Et Océane Dodin, autre Française sur les courrières, elle n'a pas franchi le premier tour. Bon, il n'y a pas qu'à Wimbledon qu'on joue au tennis. Non, mais on va quand même rester à Wimbledon parce que oui, je voulais vous présenter ceux que vous connaissez bien, Djokovic et Federer. Eux, ils sont restés très peu de temps sur les cours. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez ce qui s'est passé hier pour ces deux garçons. 40 petites minutes sur le cours pour Novak Djokovic, le Serbe 4e mondial qui est en haut de votre écran, lauréat 2011, 2014, 2015. Il n'a pas lutté contre le Slovaque Klizan qui a jeté l'éponge après avoir été mené 6-3, 2-0, touché au mollet ce garçon. Encore en haut de votre écran, c'est Roger Federer, regardez, qui n'est pas resté longtemps lui non plus. Le Suisse 5e du classement et qui vise un 8e sacrifié, a profité de l'abandon de l'Ukrainien Dolgopolov en début de deuxième set. Dolgopolov blessé à la cheville. Et Djokovic et Federer, ils avaient décidé de jouer pour récompenser le public qui était resté quand même sur le court et qui était un tout petit peu déçu. Et ils ne l'ont pas fait. On remonte le filet du volley. Début difficile pour la France en finale 6 de Ligue mondiale. Les Bleus à gauche ont été, les Bleus. Oui. Sont, c'est pas pareil. Wimbledon, autant, il faut mieux le dire parce qu'ils sont tous en blanc. Voilà, exactement. Et les écrans sont pas toujours très bons. Et les Français, ils ont gagné 5-7-3 et ils joueront contre les Serbes leur prochain match. Les Serbes qui ont gagné ce tournoi l'an dernier. Ça vous ennuierait si on parlait un petit peu vélo et cyclisme, parce qu'il s'est passé quand même des trucs sur le Tour de France hier. Il y a un Français qui gagne, il y a un champion du monde qui se fait sortir et il y a un Anglais qui, lui, a abandonné. Regardez ce qui s'est passé hier lors de la 4e étape. Sprint mouvementé à l'arrivée à Vittel. Le champion de France, Arnaud Démare, s'offre son premier succès sur la grande boucle. Le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan, a joué des coudes dans les derniers mètres. Un geste dangereux qui a provoqué la chute du Britannique Cavendish. Sagan, vainqueur la veille, a été exclu du Tour. Cavendish, qui compte 30 victoires sur la grande boucle, a dû abandonner. Il souffre d'une fracture à l'épaule droite. Le Britannique Thomas Leader reste leader. Et aujourd'hui, 160 km arrivé à planche de Bellefille en Haute-Saône. On va changer de bicyclette pour terminer. On sort des routes goudronnées. VTT, 4e étape de Coupe du Monde de descente à Val-Nord. C'est en Andorre. Victoire de la Française Myriam Nicole, la Montpelliéraine championne de France 2016. C'était déjà offert une 2e et une 3e place cette saison. Elle est 2e du classement général. Prochaine étape, ce sera en Suisse et ce sera ce week-end. Les circuits VTT et de descente en particulier sont de plus en plus beaux. Très tankés, comme on dit. Merci Greg, à plus tard dans la matinée pour faire un point sur effectivement l'actualité sportive. On va parler emploi maintenant et vous montrer comment à Cran-Gevrier, c'est tout près d'Annecy, on a su redonner vie à un site industriel qui était à l'abandon depuis quelques années, depuis 11 ans précisément, depuis 2006. Les papeteries présentes dans la région depuis 2 siècles maintenant avaient à l'époque fermé leurs portes. Eh bien, Sophie Pignal nous montre ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Voici les papeteries Image Factory, 7000 mètres carrés dédiés aux entreprises et aux industries de l'image créative. Ici, on trouve pépinière d'entreprise, espace de coworking, hôtel d'entreprise. Ce lieu, c'est un pôle pour les entreprises de la filière image et industrie créative. On s'est appuyé sur un événement fort, le Festival international d'animation et le marché qui ont l'un et l'autre plus de 60 ans et plus de 30 ans, pour développer une filière, mettre en cohérence un écosystème.
ça s'appelle les papeteries Image Factory. Pourquoi? Parce que c'était une usine de papier. Les papeteries, un outil industriel, une entreprise industrielle emblématique de la Haute-Savoie. Et aujourd'hui, nous souhaitons devenir également, à travers ce lieu, emblématique de la filière industrie créative, donc une autre filière industrielle de demain. Une des entreprises aujourd'hui emblématiques de la filière industrie créative, c'est Ubisoft. Première arrivée, ils sont aujourd'hui plus de 200, mais nous avons également donc Caribara Animation qui a donc ses studios à Paris et également ses studios à Annecy. Oh non! Oh ouais, Max, t'as grave assuré là. Jetez le ballon chez le bizarre! Bon, on va chercher le ballon ensemble. Nous fabriquons des dessins animés pour la télévision, essentiellement en animation 2D. Nous sommes installés aux papeteries parce que de plus en plus on fait des programmes en fait qui ont des continuités sur les tablettes et sur les autres médias. Et donc d'avoir des partenaires qui sont dans les applis, les new tech, la com, le référencement web, ça permet de trouver une manière d'aborder le marché de façon beaucoup plus professionnelle et opérationnelle en fait. Nous avons également donc des jeunes entreprises comme Si qui fait de l'audiovisuel, l'imagerie film. Nous avons aussi des entreprises dans la communication, un certain nombre. Monstre, une des plus emblématiques, mais aussi des jeunes entreprises comme Pure Illusion. On est une agence digitale, on fait de la stratégie digitale, de l'accompagnement et de la production de sites internet. Quand on est arrivé, on était 2. Aujourd'hui, donc 2 ans plus tard, on est 8. Et on a encore une ambition de recrutement pour début 2018. Alors le lieu a beaucoup joué dans la croissance de l'entreprise. On s'est rapproché de partenaires externes. Donc on travaille maintenant avec des professionnels de l'image, de la vidéo et de la communication, ce qui a vraiment développé l'activité. Prochainement, le site accueillera la prestigieuse école des Gobelins qui, elle aussi, semble apprécier le lieu. Mais avant cela, direction Rome, où nous attend François Baudonnet pour Sans Frontières. Oui, parce qu'en Italie, figurez-vous qu'on souffre déjà de la sécheresse et même que la capitale italienne, semble-t-il, commencerait à manquer d'eau. La mairie vient donc de prendre quelques mesures, de fermer quelques-unes des 2800 nasoni, vous savez, les gros nez, ces fameuses petites fontaines à la forme si particulière et que l'on retrouve au coin de chaque rue et qui gaspillent, paraît-il, et selon les autorités, beaucoup d'eau. Alors, François Baudonnet, bonjour François. Effectivement, il n'y a pas non plus qu'à cela, qu'à ces fermetures de fontaines que l'on voit qu'on est en période de sécheresse. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors je me trouve ce matin au bord du Tibre, j'ai presque envie de dire au milieu du Tibre, parce que vous voyez, je suis dans le lit du fleuve et je suis à pied sec. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne pleut pas ici depuis des mois. Ce fleuve est donc à un niveau extrêmement bas, même ici en plein centre-ville. Vous apercevez derrière moi le château Saint-Ange avec le pont Saint-Ange qui se trouve juste à côté. Et donc il y a une très grande sécheresse sur cette ville, je le disais, depuis plusieurs semaines. Conséquence, la mairie de Rome a décidé de fermer une partie des nasoni. Alors les nasoni, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fontaines qui font la réputation de la ville. Il y en a presque à tous les coins de rue. Il y en a 2800 dans la ville, des fontaines qui ont été installées au 19e siècle. Et ces fontaines, figurez-vous qu'elles consomment trop d'eau. Et donc en période de sécheresse, il faut les fermer. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Alexandra Lay, Carla Buccerolanzi et Florence Crimon. C'est tout un symbole de Rome qui disparaît. Les nasoni, ces fontaines aux tuyaux en forme de gros nez, ne couleront plus pendant un bon moment. Je ne comprends pas pourquoi l'eau est coupée. C'est le bien le plus indispensable pour l'homme, le plus primaire. Maintenant, où va boire mon chien? Rome est la seule capitale au monde à distribuer de l'eau gratuitement. Plus de 2000 nasoni sont ainsi répartis dans toute la cité. Mais pour la première fois, seules 85 d'entre elles continueront à fonctionner. Les autres fermeront toutes petit à petit. Elles sont utiles pour tous, pour nous les Italiens, mais aussi pour tous les étrangers qui viennent. Je trouve que c'est une mauvaise idée de couper l'eau de ces fontaines. Quand on doit acheter de l'eau ici, ce n'est pas donné et c'est bien quand vous êtes assoiffé de pouvoir les utiliser. Et le coupable, c'est celui-là. De ces rayons, il assèche la ville de Rome depuis des mois. Le soleil a fait grimper la température jusqu'à 38 degrés à l'ombre. Alors tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. Touristes et Romains sont à la recherche de ces petits coins de fraîcheur, sous ces brumes d'eau bien agréables. Couper l'eau de ces fontaines, c'est un acte de bon sens en réponse à une grande sécheresse qui touche tout le pays. Des fontaines de Rome coulent 100 litres à la seconde. En ce moment, nous ne pouvons pas nous le permettre.
La sécheresse est visible partout. Le Tibre en particulier a vu son niveau baisser dangereusement. Ce restaurateur est aux premières loges. Je n'ai jamais vu aussi peu d'eau. Il y a des endroits où l'on peut même traverser le fleuve. Ces restrictions d'eau sont temporaires, mais une chose est sûre, les grandes fontaines qui font la beauté de la cité éternelle, elles ne s'éteindront jamais. Ouais, reste à savoir, François, si fermer ces fontaines, c'est finalement une mesure efficace. Et je vous pose la question. Non, malheureusement, ça ne sera pas suffisant parce qu'il faut savoir que les nasoni, ces petites fontaines qu'on trouve à tous les coins de rue de Rome, ne représentent qu'1% seulement de la consommation de l'ensemble de la ville. On consomme beaucoup d'eau, évidemment, ce sont les particuliers, ce sont les entreprises. Et donc, il faut aussi réduire la consommation. La mairie a demandé aux Romains de ne plus laver leur voiture, de ne plus arroser leur jardin. Et donc, dans ces conditions, elle espère préserver le niveau du lac de Bracciano. C'est un lac qui se trouve à une vingtaine de kilomètres du centre de Rome. C'est ici qu'est puisée une grande partie de l'eau que nous consommons ici dans la capitale italienne. Et donc avec toutes ces mesures, la mairie espère qu'il n'y aura pas un manque d'eau trop criant dans la capitale. Merci beaucoup. Bonjour Chouchou. Bonjour Patrice. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. J'ai regardé les unes ce matin. Oui, on va faire une petite lettre ouverte ce matin. Madame, vous vous doutiez bien qu'il en serait ainsi, vous vous doutiez bien qu'il serait à ce point question de vous lorsque vous nous quitteriez. Vous vous doutiez bien qu'en ce jour particulier, alors que le pays s'apprête à vous rendre un hommage national, vous feriez la une. Match, l'Express, Le Point, les hebdos vous sont fidèles, tout comme vous sont fidèles, et c'est heureux, les journaux pour enfants et adolescents qui vous dépeignent pour ce que vous êtes. Une enseigne prisonnière qui a défendu le droit des femmes et qui a défendu la paix en Europe, tout simplement. Bref, une femme historique, comme il existe des hommes historiques. Alors, en marge de ces unes, il y a ce petit livre qui cible aussi les enfants. Gorgé de photos, parsemé de courts textes, il résume cette vie qui vous a fait passer des affres d'Auschwitz aux ors de la République sans jamais abîmer, tout au moins en apparence, ce qu'il y a d'immortel dans votre visage, reconnaissable, quelle que soit l'époque de votre vie où les objectifs l'ont saisi. Regardez, adolescente, vous étiez belle parce que vous ressembliez à une adolescente. Femme, vous étiez belle parce que vous ressembliez à une femme. Et grand-mère, vous étiez belle parce que vous ressembliez à une grand-mère. Oui, vous étiez belle, belle comme Romy Schneider, et c'est un spécialiste qui le dit, Alain Delon, en personne, qui vous rend hommage dans Paris Match. Il dit qu'il vous adorait, il dit qu'il vous admirait, et que sur cette photo, prise lors d'un dîner après une première au théâtre, vous avez l'air d'être seuls au monde, tous les deux. Sur ça comme sur le reste, on peut difficilement lui donner tort. Alors, madame, ce matin, il n'y a pas que des photos de vous, il y a aussi des citations. J'ai relevé celle-ci dans Le Point. Vous disiez, madame, j'aime profondément la vie et les gens, mais dans le même temps, je n'ai que peu d'illusions. Alors, sans être dupe de rien, mais parce qu'il faut bien aimer les gens, je vais vous parler un peu d'eux, en tout cas de ceux qui font la une depuis que vous vous êtes éclipsé. Ce jour-ci, l'homme dont on parle, c'est lui, le Premier ministre, Édouard Philippe. Hier, il a prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée. Ce matin, Le Figaro et Les Échos le trouvent un peu timoré. Il voudrait qu'il fasse plus d'économies. Et Libération le traite carrément de filou. Alors, il y a une vanne, vu que ça fait penser filou à Philippe, comme Édouard Philippe. On parle aussi d'une députée fraîchement élue sous l'étiquette des Républicains En Marche. Il paraît qu'elle s'est disputée avec un chauffeur de taxi parce qu'il ne voulait pas qu'elle paye une course de 12 € avec une carte bancaire. Du coup, elle s'est énervée, le chauffeur aussi, et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mordu avec ses canines. C'est le Canard enchaîné qui raconte cette histoire, qui prouve que ce quinquennat, madame, commence vraiment différemment du précédent quinquennat, dont vous vous rappelez sans doute qu'il démarra sur une histoire de 100 dents. Et tout tant qu'à sourire, je vous conseille, madame, un détour par la Dépêche du Midi qui propose sa fournée 2017 de perles du bac. C'est parfois à pleurer, comme dans le cas de ce lycéen qui écrit « Le régime de Vichy a toujours été très bon pour la santé ». À croire qu'il n'avait, le lycéen, pas bu que de l'eau au réveil. Voilà, madame, voilà pour les quelques nouvelles que je peux vous donner de cette communauté nationale qui s'apprête à vous rendre hommage dans la cour des Invalides. Une communauté qui, à l'exception de quelques originaux, se retrouve en fait dans le discours que vous fit jadis Jean d'Ormesson lors de votre entrée à l'Académie et que résume cette phrase dont la simplicité le dispute à l'évidence. Nous vous aimons, madame.
Merci pour ce vibrant hommage, Patrice, et pour ces mots qui nous donnent en fait le sourire qui effacera sans doute un peu l'immense tristesse que nous avons de la voir partir. Mais c'est d'abord l'heure de retrouver Caroline Roux avec son invité pour les 4 vérités. Caroline, bonjour. Vous recevez Stéphane Le Foll ce matin. Bonjour, oui, Stéphane Le Foll, député de la Sarthe. L'ancien ministre n'a rien raté, je vous l'assure. Des 2 ministres, des 2 discours de l'exécutif ces 2 derniers jours, le gouvernement entre dans le dur avec des mesures concrètes et un calendrier de réforme qui prend en compte un élément important, les déficits, puisqu'il paraît que la France danse sur un volcan. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Est-ce qu'Édouard Philippe a présenté hier une politique de rigueur ? Il a présenté une politique qui vise à réduire le déficit, il l'a dit. Alors j'ai bien compris, la dépense publique de 3 points de PIB. Bon. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, c'est à regarder en fonction des priorités qu'il a lui-même fixées. Parce que si en même temps qu'on dit ça, on a, et c'est logique, envie de renforcer la loi de programmation militaire, donc d'avoir des dépenses 2% du PIB pour les militaires, la justice, qui est un enjeu très important. Quand on ajoute ces dépenses supplémentaires, il faut être cohérent. Il faut éviter de s'avancer sur un terrain sur lequel, après, on aurait peut-être des obligations de reculer. Donc c'est pour ça que, sur ces sujets, il faut, au-delà du discours, qui a été fait, avec beaucoup, d'ailleurs, de pédagogie, mais il y manque quand même un tout petit peu d'envie, d'émotion. Hein. C'était très... je vais vous expliquer, premièrement, deuxièmement, troisièmement. C'était concret, voilà, c'est très bien. Concret, mais il faut un peu de flamme. Il faut un peu d'envie. Mais ça, vous l'aviez la veille, la flamme, l'envie, le lyrisme, etc., avec Emmanuel Macron. Non, je ne l'ai pas trouvé. Il y a eu un député socialiste, socialiste chimique, qui avait fait cette remarque qui était très juste. C'était, il ne voyait pas le lien entre les phrases et l'émotion. Je trouvais que c'était une belle manière de présenter les choses. Bon, une fois que c'est fait maintenant, il va falloir qu'on regarde les choses avec, là aussi, de manière concrète. Vous trouvez que c'est flou ? C'est flou sur, par exemple, les endroits où on va faire les économies ? Oui, c'est flou. Il y a une espèce se dégage de ces 2 discours, certes une ambition, il y a eu une élection présidentielle, il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait que chacun a parfaitement compris qu'on va devoir être aussi beaucoup plus comptable de l'intérêt général, mais en même temps de ces 2 discours, bon, on en est ressorti avec quelques mesures. La suppression de, je sais plus, 30%, donc plus de 250 députés. Bon, très bien, ça va faire plaisir, mais c'est pas ça qui va régler les problèmes, quand même. Vous diriez qu'il y a une forme d'improvisation après un élan que vous ne pouvez pas contester pendant cette Absolument. campagne-là, autour d'Emmanuel Macron, autour de La République En Marche. Aujourd'hui, on entre dans le dur, on entre dans le concret. Il y a une forme d'improvisation. C'est pas d'improvisation, non. Je crois que dans la foulée de cette élection présidentielle, d'ailleurs sur ce qu'a été aussi l'engagement d'Emmanuel Macron, en particulier sur la question européenne, on y est, là, on voit bien ce qu'il a dit et ce qu'il veut faire, mais après, c'est aussi une forme qui est celle qu'on a parfaitement identifiée, et à Versailles, et à l'Assemblée, et tout ça n'a pas donné véritable cap, véritable, je l'ai dit, ambition. Pas d'élan. Après ces 2 discours. Oh si, pas d'élan. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut parler. Je vous ai dit, ça manque de... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces 2 discours, fondamentalement? Si je pose la question, et aux Français qui m'écoutent ou qui nous écoutent ce matin, qui se pose la question, on va dire, bon, c'est plutôt bien passé. Il y a quelques mesures très concrètes qui parlent aux Français, le prix de cigarette, le prix du paquet de cigarettes à 10 €, ça, la réforme du baccalauréat, les vaccins obligatoires. Un certain nombre de mesures, il va y avoir là des réveils qui vont être douloureux. Il y a des réveils qui vont être douloureux, pour certains Français en particulier, oui, pour les fumeurs, je vous le confirme. Il y a certaines mesures qui sont reportées, différées, notamment l'exonération de la taxe d'habitation, le CICE transformé en baisse de cotisation, ce sera pour plus tard. On pourrait également parler de la réforme de l'ISF. Il paraît que c'est de votre faute. Il paraît que c'est parce qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui explique qu'il manque 8 milliards et qu'au fond, va falloir d'abord commencer par serrer les boulons. Parce que la France est dans les cordes. Alors, je vais répondre à cette question avec... il manque 8 milliards. Ouais. Mais ce qu'avait rajouté la Cour des comptes, c'était qu'il y avait un budget qui avait été fait avant et qui était insincère. La Cour des comptes fait les comptes. Mais elle n'est pas là pour régler des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on dit qu'il y a 8 milliards qu'il faut trouver pour pouvoir trouver les 2,8% de déficit budgétaire, à la limite, c'est un compte. C'est un fait. C'est un constat.
Rajouter le commentaire qui consiste à dire le budget précédent était insincère, là c'est une prise de position et un commentaire qui qualifie ce qui a été fait par un gouvernement précédent. Alors moi je veux bien qu'il y ait des comptes, mais je veux pas quand même qu'on ait, au travers de ces comptes qui sont légitimes, mettre la clarté. Et d'ailleurs la Commission européenne, comme le Conseil constitutionnel, avait quand même validé ce budget. On sait que c'est difficile. Moi, ministre de l'Agriculture, je sais que j'ai eu à budgéter en plus 200 millions d'euros pour la grippe aviaire. Vous dites quoi? Didier Migaud règle ses comptes avec François Hollande? Je vous dis simplement qu'il y a un principe. La Cour des comptes fait les comptes, et c'est normal, elle les publie, elle dit ce qu'elle a à dire. Les commentaires et les prises de position politiques sur l'insincérité, là, on est au-delà. On va ailleurs. Et ça, je crois que ce n'était pas nécessaire. Et ça permet ensuite au Premier ministre, c'est ce qui a été fait, de dire ben regardez l'insincérité, et donc on va reporter ou on va pas faire ce qu'on voulait. Enfin, il faut quand même arrêter ces grosses ficelles. C'est une forme d'habileté politique? Oui, habileté. C'est des vieilles ficelles. Vieilles ficelles. Ben non. Moi, je trouve que tout ça... je pensais justement que toute cette élection, le débat, on dépasse la droite, la gauche, on essaye quand même de trouver de l'objectivité dans la manière dont on va parler politique. Bon, ben on se retrouve avec des ficelles qui étaient tirées il y a déjà très longtemps. Vous considérez que c'est un discours, ce sont deux discours qui rompent avec les engagements de campagne d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe? Ah non, ça je ne l'ai pas dit. Non? Ah non. Globalement, sur les engagements, par exemple, de baisse d'impôts, sur la taxe d'habitation Alors après, ce que vous avez dit qui est très juste, c'est le rythme auquel ça va se faire et comment ça va se faire. On a bien vu que pour les baisses d'impôts, on allait reporter. Pour ce qui était des augmentations, elles étaient plutôt prévues rapidement. Donc on voit bien que là, dans le détail du calendrier, et c'est ça dont on avait besoin, au fond, au-delà même, il n'y a pas eu de surprise sur les annonces, puisque c'était déjà ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la présidentielle, et c'est logique que ça se retrouve dans le discours de politique générale. Mais il y a un élément qui est très important, c'est quel est le calendrier? Comment ça se met en place? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on s'aperçoit juste qu'une partie des hausses, ça sera rapide, et pour les baisses, ça sera plus long. C'est un discours de droite, Stéphane Le Foll? Mais il y a, et c'est par définition le positionnement d'Emmanuel Macron et des mesures de droite, et puis de temps en temps, surtout sur l'introduction, sur le mérite, sur l'idée de l'éducation comme cette capacité de donner à chacun de pouvoir réussir sa vie, il y a des choses aussi qui vont dans le sens du progrès de la gauche. Voilà, et c'est ce débat qui fait qu'on s'est abstenu, pour se donner aussi une liberté de pouvoir juger sur les actes. J'ai noté que vous n'étiez pas totalement favorable à la réforme des institutions. Non. Et à la baisse du nombre de parlementaires. Vous êtes à contre-courant. Les Français, moi, ils le veulent, ça. Oui, les Français le veulent. Mais en biodiversité, quand on veut avoir de la diversité, il faut quand même qu'il y ait une base qui soit suffisamment large. Si vous la réduisez et tout le temps, on ne peut pas avoir cette diversité. Il faut savoir, c'est tout. Il faut se mettre en cohérence. Voilà. Très vite sur François Hollande, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va laisser étrier son bilan, étrier ses comptes publics, en tout cas ceux du dernier quinquennat, et voir son parti politique, le Parti socialiste, dans cet état-là, sans revenir dire un mot aux Français? Je ne sais pas s'il choisira de dire un mot, mais en tout cas, il le fera le moment où il aura l'aura décidé. Comme on dit, voilà, c'est ça. Il l'aura décidé. Mais là, franchement, je ne peux pas vous répondre. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Stéphane Le Foll. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée. Oui, vous pouvez débrancher, bien sûr, mais quand même rester avec Télé Matin et avec nous sur ce plateau où nous a rejoint Marie. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Pourquoi elle est là? Pourquoi est-elle là aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on va revenir sur un article avec elle d'un hebdomadaire, Le 1, qui sort un numéro spécial pour l'été, où il nous est tout indiqué de finalement déconnecter, parce qu'il est vrai que dans cet hebdomadaire, on découvre que plus d'un Français sur deux, en tout cas déjà 1 sur 2, reste connecté pendant ses vacances. Ça va être très pénible pour tout le monde. Il vient avec son ordinateur portable, son smartphone, sa tablette, etc. Et ça, c'est pas beau. Non, c'est pas bon, c'est pas bien du tout. C'est moche. Mais franchement, c'est compliqué. C'est compliqué de pas checker ses mails, de pas aller sur les réseaux sociaux, de pas lire l'actu. Donc, oui, vous êtes en vacances, vous êtes censé un peu quand même vous reposer. Mais là, faire le tri aussi. Enfin, oui, c'est vrai. Mais enfin, vous plongez un peu, on va dire, dans un environnement un peu de stress. Vous stressez aussi parce que vous n'êtes pas connecté. On va pas culpabiliser non plus.
on va pas culpabiliser, mais quand même, on se dit, mais comment on fait pour débrancher pendant les vacances? Eh bien, il faut débrancher tout court. Ça, c'est le conseil de Jean-François Réel. C'est le PDG de Voyageurs du Monde. Lui, il a 650 salariés qui viennent un peu partout de la planète. Lui, il se dit être un grand malade mental de la non-déconnexion, mais il se soigne. D'accord. Il se soigne, il se dit, mais voilà, à un moment donné, il y a 25 ans, il a eu un choc émotionnel, il est parti dans le Sahara, il était dans la finance, il s'est dit, ma vie, c'est vraiment du n'importe quoi. Et là, en fait, sa reconversion a commencé à ce moment-là. Ouais, c'est brutal comme rupture. C'est brutal, mais depuis, il a quelques clés et il va justement vous donner quelques astuces. Regardez. Débrancher pendant les vacances, c'est nécessaire si vous voulez absolument profiter de ce que vous vivez, de ce que vous sentez, de ce que vous voyez, de ce que vous observez. Si vous ne débranchez pas et que votre esprit est occupé, vous n'allez pas profiter complètement de ce que vous vivez. Et puis par ailleurs, vous n'allez pas reposer votre esprit et votre corps. En réalité, c'est comme si vous étiez resté à votre bureau ou chez vous et vous n'auriez pas du tout profité de votre voyage. Pour arriver à débrancher, le premier conseil que je peux donner, c'est d'abord que vous en ayez envie. Parce que si vous êtes comme moi, quelqu'un de très addictif, par exemple aux outils électroniques, si vous ne vous disciplinez pas, vous allez toujours aller regarder votre téléphone portable, votre ordinateur et faire quelque chose. Il faut, lorsque vous, par exemple, vous allez au restaurant, vous allez vous balader, déjà totalement poser ces outils électroniques. La clé, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Vous vivez profondément les choses et vous reposez votre esprit. Il n'y a rien de plus spirituel qu'une telle démarche en réalité. Je vais donner un exemple d'une astuce que je pratique. J'ai fait supprimer ma messagerie vocale. Parce que finalement, tout le monde peut me joindre en cas d'urgence. Il suffit de m'envoyer un SMS. Et au moins, je n'ai pas cette astreinte le soir, lorsque je rentre, d'écouter des messages vocaux, mais à n'en plus finir. Donc, il y a des méthodes pour pouvoir se discipliner. Il y a deux risques majeurs si on ne déconnecte pas pendant ces vacances. D'abord, n'avoir rien senti, n'avoir rien vu, n'avoir rien compris, n'avoir rien intégré dans le contenu de ces vacances, que ce soit d'ailleurs en termes d'apprentissage ou en termes de repos. Puis le deuxième risque, c'est de vous fatiguer l'esprit, quoi. Et un esprit fatigué n'est pas un esprit lucide. Il y a une chose que les gens comprennent souvent mal, c'est qu'ils pensent que lorsqu'on est déconnecté, on n'est plus investi. Et c'est pas du tout vrai, ça. On peut tout à fait être totalement investi comme je suis, mais être à des moments totalement déconnecté pour pouvoir vous ressourcer et mieux réfléchir. Je ne crois pas du tout que le voyage soit un outil de déconnexion. Ceux qui ont des soucis et qui croient lorsqu'ils vont faire un tour du monde pour oublier leurs soucis, ils se racontent des histoires. Ils emmènent leurs soucis avec eux. Si par contre vous utilisez le voyage comme un outil pour pouvoir sortir votre esprit de ce qui vous ennuie, mais en ayant décidé de le concentrer sur autre chose, alors là oui, c'est possible. Il faut décider qu'on prend le contrôle des outils et non pas que les outils vous contrôlent. Marie, pour ne rien oublier de tous ces excellents conseils? Eh bien, le journal Le 1 qui sort donc à hors-série pendant les vacances. Comment débrancher? Là, vous avez des conseils de psychologues, de journalistes, de voyagistes, de géographes. Voilà, donc... Merci. Et sur ce joli rythme, eh bien, on va marcher à l'ombre durant l'été. Brigitte Fanny-Cohen nous a rejoint effectivement pour nous parler de de cet été qui va forcément nous marquer la peau au fer rouge, parce que ça va cogner. On le sait, on a vu les prévisions météo. Alors, comment faire pour se protéger? Alors, on sait comment faire avec les crèmes, les t-shirts, les maillots, les chapeaux, etc. Mais est-ce qu'on peut, avec un régime, on va dire, effectivement, se protéger aussi? Se protéger de l'intérieur, effectivement. Alors, certains parlent même d'une diététique du bronzage. Alors, ce n'est pas un terme médical, ce n'est pas un terme scientifique, mais certains chercheurs essayent de savoir actuellement si le fait d'avoir une nutrition adaptée, de choisir certains aliments spécifiques, pourrait préparer notre peau au bronzage. Ce sont pour l'instant des pistes de recherche, il faut bien le dire, mais c'est vrai que le soleil a des méfaits qui ont été vraiment décrits
de façon très frappante par les dermatologues. Et les dermatologues, les médecins, les pouvoirs publics nous disent attention, il faut se protéger par les crèmes solaires à renouveler quand on s'expose, se protéger aussi dans les moments où le soleil tape le plus, c'est-à-dire entre midi et 16h, même éviter de s'exposer. Attention aux enfants, leur mettre des t-shirts, des chapeaux, etc. Parce qu'il y a un vrai problème de santé publique dans notre pays, c'est que le nombre de mélanomes, ces cancers de la peau les plus graves, sont en nette augmentation. 15 000 cas environ chaque année, 15 000 nouveaux cas, et ce chiffre a triplé depuis 25 ans. Donc c'est pour ça que toute l'attention, l'été, doit se porter aussi sur la protection solaire. Alors, est-ce que donc par des aliments spécifiques, nous pourrions nous protéger? Alors, vous allez le voir, l'efficacité de cette diététique du bronzage est assez modeste, mais vous allez voir où en est la recherche grâce à ce médecin nutritionniste. Sous le soleil exactement. Pour préparer sa peau au soleil, il y a plusieurs familles d'aliments qui contiennent par exemple des caroténoïdes. Les caroténoïdes, ce sont le bêta-carotène, la lutéine, la zéaxanthine et le lycopène. On trouve le bêta-carotène dans d'abord les carottes par exemple, le persil, l'abricot. La lutéine, on va les trouver dans le chou vert, dans le brocoli, dans la myrtille. Et la zéaxanthine, on va la trouver dans le poivron rouge et dans les brocolis. Il faut aussi miser sur les tomates qui contiennent du lycopène, qui est un caroténoïde. La consommation de caroténoïdes permet uniquement d'avoir une peau orangée, mais ne permet pas une protection solaire. Une petite précision, ces aliments vont avoir comme effet, d'après ce que montrent un certain nombre d'études, de ralentir l'apparition d'un coup de soleil et également d'en diminuer un peu l'intensité. Certaines vitamines peuvent préparer la peau vis-à-vis du soleil. Ce sont des vitamines qui ont des propriétés antioxydantes. Et parmi celles-là, surtout la vitamine C et la vitamine E. La vitamine C, on va la trouver dans le citron, dans les agrumes, dans le kiwi. Et la vitamine E, dans l'huile de germe de blé et dans l'huile de tournesol, mais aussi dans les amandes et les noisettes. Ces vitamines vont diminuer l'intensité d'un coup de soleil, tout simplement en luttant contre l'oxydation qui est produite par les rayons ultraviolets sur la peau. Les oméga 3 vont jouer un rôle dans cette diététique du bronzage, mais après un coup de soleil en fait. Pourquoi? Parce que les oméga 3 ont un rôle anti-inflammatoire, puisqu'en fait un coup de soleil c'est une inflammation. Et on va les trouver particulièrement dans les poissons gras, mais également dans l'huile de noix et dans l'huile de colza. Cette diététique, il faut la commencer environ 12 semaines avant de partir en vacances pour obtenir les effets de protection en cas de coup de soleil. Mais la diététique ne suffit pas pour se protéger des rayons ultraviolets du soleil. Seules les crèmes solaires permettent cette protection et encore faut-il répéter cette application plusieurs fois par jour. Ouais, s'y préparer 12 semaines à l'avance. Et oui. Si on ne s'y met que maintenant, parce qu'on a été alerté par vous, Brigitte, on fait quoi? Alors, pour avoir cette petite couleur orangée, vous savez, qu'on peut avoir par les fruits et légumes qui contiennent notamment du bêta-carotène, on peut aussi s'aider des fameuses gélules compléments alimentaires, spécial bronzage ou spécial soleil. Mais il faut savoir que ces compléments alimentaires, les dernières études l'ont montré, ne protègent pas des rayons UV, ne protègent pas des coups de soleil, ne protègent pas des cancers de la peau. Leur efficacité est une efficacité esthétique, c'est-à-dire qu'ils procurent cette couleur orangée. Et une étude anglaise a montré que cette couleur, ce léger hâle, serait plus séduisant que le hâle obtenu après 20 minutes d'exposition au soleil. Donc, voilà, une efficacité qui n'est pas médicale vis-à-vis du soleil, mais une efficacité esthétique. Donc, voilà, ça peut aussi... Et sinon, effectivement, on marche à l'ombre et puis t-shirt, les consignes données par les médecins et les pouvoirs publics pour se protéger du soleil, bien sûr. C'est super sympa, merci, ça nous met le moral au bronzage. Allez, passez une bonne journée, à plus tard, Brigitte.
Voilà, Guignol et Niafron, ça continue avec Sylvie Guillard qui nous a rejoint pour parler architecture. On rend hommage à Paris, à un japonais. Je vous laisse prononcer son nom. Non, Ouais. je ne le retiens pas. C'est un défi ce matin. Je ne le retiens Junzo pas. Sakakura. Sakakura, oui. Oui, Sakakura. On prend seulement Sakakura. Je ne dirai pas avec le petit accent Voilà. japonais du monsieur que j'ai interviewé, mais bon, il me Et pardonnera. alors, pourquoi s'intéresser à lui en Eh bien, parce particulier qu'il a une exposition en ce moment à la Maison de la Culture du Japon qui se trouve à Paris. Je ne suis pas allée au Japon, hélas, j'irai peut-être un jour, j'espère, mais sur ses traces. Mais, En régie, on me dit que non. Hein. c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai, je Alors, Junzo est né au Japon en 1901. Il est issu d'une famille de brasseurs de saké. Il fait donc rien à voir avec l'architecture. Il fait des études d'esthétique et d'histoire de l'art à Tokyo. Il a un rêve, ce monsieur, c'est travailler avec Le Corbusier. Donc, en 1929, il débarque à Paris. Il tape tous les jours. Il est tous les jours près du studio de Le Corbusier. Ouais. Il lui écrit une lettre magnifique en français, qui est d'ailleurs dans cette exposition, dans laquelle il lui dit « Mais vraiment, il faut que je travaille avec vous. » Il est pris en 1931. Il travaille avec lui jusqu'en 1936. Il fait des allers-retours au Japon. 1937, c'est lui qui dessine le pavillon japonais de l'Expo universelle de 37 à Paris. Là, il est remarqué, il a des prix. Après, il part au Japon. Il fait sa vie. D'ailleurs, il a travaillé là-bas avec Le Corbusier. Il a travaillé avec Charlotte Perriand. Charlotte Perriand qui travaillait dans le cabinet, qui était associée à Le Corbusier. Tout le monde travaille avec tout le monde chez vous. Oui, c'est une grande famille, puisque c'est la famille du modernisme, figurez-vous, et que Junzo a développé ce mouvement au Japon. Alors, cette exposition, ce qu'elle dit aussi, c'est que les archives sont en voie de disparition, que heureusement au Japon, il y a tout un service qui a été créé autour de ça, que les bâtiments aussi sont en train de se détruire. Donc en fait, c'est une exposition de mémoire. Et vous allez voir, cet homme-là a influencé les architectes d'aujourd'hui au Japon et ailleurs. Regardez. Sakakura est un architecte qui est né en 1901. C'est l'un des architectes les plus représentatifs du mouvement de l'architecture moderne au Japon. Il a notamment travaillé avec Le Corbusier, dans l'atelier duquel il a été entre 1931 et 1939. Il a également été proche de Charlotte Perriand, qu'il a accueilli au Japon en 1940. Sakakura a été d'abord connu pour le pavillon japonais qu'il a construit pour l'exposition universelle à Paris en 1937. Et cette œuvre a reçu le Grand Prix de l'architecture de cette exposition universelle. C'est surtout après la guerre que Sakakura devient un grand architecte très connu. Il construit plusieurs bâtiments publics, tels des mairies, ou également de grandes institutions culturelles comme le musée d'art moderne de Kamakura, pas très loin de Tokyo. Ou encore, il travaille avec Le Corbusier pour la construction du musée national d'art occidental à Tokyo. Évidemment, l'influence de Le Corbusier est très importante. Sakakura a aussi été urbaniste. Et donc, il a par exemple fait construire toute une série de bâtiments dans le quartier de Shibuya, donc dans le centre de Tokyo, un grand centre commercial et ferroviaire aussi. Il a également créé un mobilier, donc un fauteuil spécialement dessiné pour la vie dans une habitation japonaise de l'époque. Par exemple, déjà ce fauteuil, il est un peu bas, un peu plus bas que ce que l'on faisait à l'époque, même au Japon. Il a créé également un fauteuil qui est encore plus bas que celui-ci et qui était censé être adapté à la vie sur le tatami. Il est vrai que l'influence de Le Corbusier est très importante chez lui, mais il a également eu le souci de prendre en compte les réalités de la vie quotidienne au Japon à l'époque, donc notamment dans les années 50-60. Pour lui, le contexte et l'homme étaient les éléments, disons, primordiaux.
Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cette exposition et dans ce discours qui est tenu par ceux qui aiment Sakakura? Eh bien, en fait, moi, j'aime cette architecture du contexte. Moi, j'aime que l'homme soit au centre de l'architecture. Ça veut dire qu'il y a l'usage qui est pris en compte. Et ça se voit d'ailleurs dans son mobilier. Vous voyez, le mobilier qui est bas par rapport au mode de vie des Japonais. Donc voilà, quand on a une réflexion par rapport à l'usage, c'est extrêmement bien parce que c'est durable. Donc c'est jusqu'au 8 juillet. Donc vite, il faut y courir. Ouais, c'est à la maison de la culture du Japon à Paris. Donc, et la prochaine fois, je vais au Japon. C'est ça, on va vous mettre des baguettes dans les roues. Mon petit, vous n'avez pas de bol. Ouais. Non, mais elle rit. Allez, Télématin continue. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui rejoignent l'équipe de Télématin. On va à présent se pencher sur l'actualité des publicités étrangères. Pour cela, on va retrouver bien sûr notre spécialiste Thomas Hervé. Alors lui, pour bien commencer la journée, il nous a concocté une petite sélection, on va dire, dansante, qui met plutôt la pêche, la banane même. Regardez et appréciez. Bonjour, aujourd'hui pour se mettre de bonne humeur, nous allons effectuer quelques petits pas de danse. Et nous allons commencer par l'Afrique du Sud, avec une démonstration complètement ratée. La musique ne va pas, le danseur ne va pas, le rythme ne va pas, rien ne va. Mais c'est pour vendre quoi ? Eh bien oui, il faut toujours préférer l'original à la copie. On continue avec une réaction en chaîne à l'envers. Je m'explique. Un chat danse parce qu'il a mangé un poisson, qui danse parce qu'il a mangé une grenouille, qui danse parce qu'il a mangé un moustique qui danse parce qu'il a piqué un monsieur qui danse... Tiens oui, au fait, pourquoi est-ce qu'il danse le monsieur ? Terminé, mesdames et messieurs, en matière de cucu la praline, vous pensiez avoir tout vu. Un joli bébé, tout mignon, qui sent le savon. Un joli bébé qui fait rouler son papier toilette dans les escaliers. Un joli bébé tout mignon qui danse avec son papier toilette sur fond de soleil couchant. Là, fallait oser quand même. Just move your feet and take one step on the floor. Do the snake, get jumping. Everyone loves the never-ending softness of Quilton toilet tissue. Quilton loves your bum. Voilà, les petits rats. C'est terminé pour aujourd'hui. Plus de futilité, d'entre-chats, de mouvements gracieux, de portée. Enfin, ça dépend de celui qu'on porte. Il va falloir reprendre une activité normale. Bref, pas de boogie-woogie pour vous ce soir. Mais bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Oui, reprenez le boulot. Bande de feignants. Elle vous va si bien, cette musique, mon patou. Alors, il nous a rejoint, vous savez pourquoi ? Pour feuilleter les pages culturelles, pour une revue de presse culte et culturelle. Alors, on va rendre hommage aux seuls artistes que compte notre métier, sont les dessinateurs. Nous sommes mercredi. Vous avez tout compris. Oui, bien vu, mon canard. Du canard enchaîné. Alors, vous savez qu'il y a plein de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Oui. Ça a inspiré ce dessin. 351, je crois. Voilà, mais il y a des nouveaux, hein. Donc des gens qui n'ont jamais vu l'Assemblée. Ça a inspiré ce dessin à Bouzard, où un automobiliste se gare au pied d'un panneau interdit stationné. Hein. Dites donc, vous savez qui je suis ? Ben non, dit le policier. Alors, pourquoi ce dessin ? Il est aussi inspiré d'un petit fait divers, petite affaire. Que se passe-t-il ? Vous savez que ces députés sont inconnus et que certains préféraient peut-être le rester, parce qu'il s'est passé que récemment, une députée macroniste, enfin, élue sous l'étiquette Les Républicains En Marche, a eu une altercation avec un chauffeur de taxi. Elle a 33 ans, elle s'appelle Laetitia Avia.
Et au moment de payer sa course de 12 €, elle a sorti sa carte de crédit. Le chauffeur de taxi lui dit le terminal est hors service, donc elle n'avait pas d'argent. Il a voulu l'emmener à un distributeur. Bref, ils se sont disputés. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a mordu. Elle l'a carrément mordu. Donc il a fallu que la police vienne finalement. Ils ont porté plainte l'un contre l'autre. Enfin, fait divers pas possible, qui a donc inspiré le dessin que vous venez de voir à Bouzard. Et l'histoire nous est racontée ce matin par le canard enchaîné. Il faut vraiment s'énerver. Hein, il faut vraiment s'énerver. Pour planter ses canines dans l'épaule d'un chauffeur de taxi. Elle avait faim. Il y a un autre quinquennat qui avait commencé par une affaire de 100 dents. Là, c'est beaucoup plus mordant comme fait divers. Alors, autre dessin. Regardez, Benoît Hamon quitte le Parti Socialiste. C'est pas un dessin, c'est un destin. Et regardez. Eh oh, je dis que j'y vais. Hein. Retiens-moi, Madeleine. Le silence lui répond. C'est le bazar, enfin, tout est par terre. Puis alors, dessin de Potus, que je trouve cruel, mais tellement pertinent aussi. Vous savez que Muriel Boll, dans l'affaire Grégory, reste mise en examen. Commentaire, sans doute fait au bar tabac de l'Épange. Alors, elle ne pourra pas devenir ministre, dit ce monsieur. No comment. Alors, les perles du bac. Et oui, c'est la saison, parce qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de bacheliers, ou de non-bacheliers d'ailleurs, qui vont savoir à quelle sauce ils seront mangés pendant l'été par leurs parents. Voilà. Et pendant ce temps, en attendant, les correcteurs ont corrigé les copies et donc relevé pas mal de perles. Et la Dépêche du Midi en fait son miel ce matin. Alors, par exemple, vous en avez une là. Parfois, l'homme ne fait pas de progrès, il dégraisse. C'est assez... Non, mais c'est puissant. Mine de rien, attendez. Attendez, là, si vous commencez comme ça, vous n'avez pas fini. Un peu d'assistance respiratoire le matin, pour Laurent. Il ne faut pas me la faire comme ça. Alors, en philo, vous en avez un qui a sorti... On devrait les payer. Ils doivent être rémunérés quand même. En philo, il y en a un qui a sorti « L'heurosité est la clé du bonheur ». En histoire, le régime de Vichy a toujours été très bon pour la santé. Ah, lui, il n'avait pas bu que de l'eau au réveil. Hein. En sciences économiques et sociales, la canicule peut être la solution pour résoudre le problème des retraites. Non. C'est affreux. C'est affreux. J'en ai d'autres. Vous en voulez encore? Regardez celui-là. La Chine a 3 religions. Le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. C'est un peu confus dans cette tête. À relever dans le Midi Libre ce matin et aussi sur le site internet du journal. Regardez ça comme c'est beau. Assez révélateur de l'époque peut-être. On voit bien le racisme dans le nom qu'on a donné aux pays africains, comme le Monténégro. Alors lui, il place le Monténégro en Afrique et il vous explique que c'est par pur racisme. C'est quoi, ça Vous avez aussi, ça va faire plaisir à Édouard Philippe parce que si le chiffre est bon, je pense qu'il nous invite tous au resto et dans la meilleure table qu'ils connaissent. La dette publique des États n'est pas si importante. En France, nous avons 18 000 € de dette. 18 000 €. Édouard Philippe sera ravi d'apprendre ça. Il faut lire les copies, monsieur le Premier ministre, des bacheliers, parce qu'ils vous en apprennent de très bonnes et de très réjouissantes. Et alors, il y en a encore une autre. Hein. Les gens au chômage sont les premiers à faire grève dans la rue parce que leur salaire est gratuit. Oh non. Que se passe-t-il dans la tête de ce lycéen, je ne sais pas. Et alors, toujours dans une copie de philo, les correcteurs ont relevé ceci. Pas besoin d'observer pour connaître. La preuve, Gilbert Montagnier, grand pianiste et chanteur français, connaît très bien le solfège. Voilà. Voilà. Et bon, j'en ai sélectionné quelques-unes. Je peux vous en dire qu'il y en a 3 fois plus sur le site et dans le journal ce matin. Je sais pas où j'en suis, moi, du coup. Oui. On va passer à tout à fait autre chose. Vous savez qu'on rend un hommage national à Simone Veil aujourd'hui, dont ce sont les obsèques. Alors, vous avez tout un tas de journaux qui, évidemment, font leur une avec Simone Veil. J'ai relevé notamment cette photo à droite que vous trouverez dans Le Point où elle est carrément splendide, magnifique femme. J'ai aussi relevé une photo dans Paris Match où elle est en compagnie d'Alain Delon. Qui dit de Simone Veil qu'elle avait la beauté de Romy. Donc venant de lui, je peux vous dire que c'est un sacré hommage. J'ai adoré cette femme, disait-il, je l'admirais. La photo a été prise lors d'un dîner après une première au théâtre. Nous avions l'air d'être seuls au monde, dit-il. Nous étions beaux. Et il lui dit, il témoigne en disant que de temps en temps, il la prenait par le bras depuis qu'il la connaissait, qu'il lui disait j'ai envie de vous embrasser, Simone, et que ça la faisait évidemment rire. Ah, voilà j'ai eu peur. Merci. Plein d'autres choses sur Simone Veil. Il y a énormément de choses, notamment son épée d'académicienne dans Paris Match avec plein de détails, c'est-à-dire c'est très émouvant. Merci. Merci beaucoup, Patrice, de nous avoir fait rire et puis de nous avoir émus aussi. Alors,